BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour débriefer notamment l'actualité. Alors évidemment, devinez de qui on va parler en premier ce soir. On va parler d'un certain OpenAI. Et oui, OpenAI, encore une fois, qui est là presque tous les soirs avec nous sur ce plateau avec François Sorel, avec nos débriefeurs. Eh bien, OpenAI vient de signer un méga contrat avec AWS, un contrat à 38 milliards de dollars. On enchaînera avec Apple. Apple qui a toujours du mal avec son modèle Siri et ils se sont associés à Gemini. Alors, Gemini de Google, on en avait déjà parlé. Alors, est-ce que c'est un pari risqué ou finalement, est-ce que ce ne serait pas une stratégie assez habile? Et puis, en dernière partie d'émission, on verra comment la data et l'intelligence artificielle transforment à la fois les data centers, mais aussi les courses automobiles. On verra tout ça avec nos experts. Ce sera aux alentours de 20h45. Voilà. Allez, restez avec nous. On est ensemble pendant 1h30. Tech Co, la quotidienne, c'est parti sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne. Le débrief de la tech. Voilà, il y a un débrief de la tech encore assez relevé ce soir avec nos experts en plateau. Avec nous, je vous les présente tout de suite. Philippe Devos. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadoo, ancien directeur général de l'EPITA, qui forme notre élite dans l'informatique et l'IA et la cyber aussi, parce qu'il y avait une belle entité cyber aussi à l'EPITA, et qui nous dévoilera tout à l'heure. Tiens, restez avec nous de toute façon, mais vers 20h, vous verrez, on aura petite surprise, un boîtier IPTV, on va vous expliquer tout ça, on va revenir sur ce sujet assez intéressant et on en aura un avec nous sur place et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Avec nous également Lucas Perrodin. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Merci d'être avec nous, fondateur de AI Partners, ancien directeur de Meta Reality Labs, tu as aussi été chez HP pendant pas mal d'années et avec AI Partners, on le disait hors micro juste avant l'émission, des projets IA auprès des grandes entreprises, il y en a tout plein et tu en accompagnes beaucoup en France, en Angleterre et il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, notamment autour de l'agentique. Vous savez, c'est une nouvelle vague derrière, on a l'IA générative qui accélère les humains, l'agentique, ça accélère les processus. Voilà, si je devais résumer un peu comme ça. Et puis, avec nous, il est à distance, Bruno Guglielminessi. Bonsoir Bruno, merci d'être avec nous, avec journaliste, animateur de mon carnet de l'actualité numérique que l'on vous conseille parce que c'est l'actualité outre-Atlantique, mais beaucoup évidemment qui nous concerne. Et notamment aujourd'hui, on parlera de ce sujet, de ce contrat de 38 milliards de dollars. Tiens d'ailleurs, on va commencer avec toi, Bruno, sur ce contrat, parce que tu en as parlé, je crois, aujourd'hui dans mon carnet numérique. Ce contrat, 38 milliards de dollars signé, 38 milliards de dollars, c'est bien ça, signé entre OpenAI et AWS. OpenAI était bon copain avec Microsoft, puisque Microsoft aujourd'hui détient 27%. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une partie fondation et il y a une partie à but lucratif. 27% aujourd'hui sont à des actions sont à Microsoft. Et là, il y a ce nouvel accord signé avec AWS, donc sur du cloud, de la capacité de calcul. Bruno, on se dit, bon, tant mieux, mais on se pose quand même beaucoup de questions. Hein. Ça fait quand même des oligopoles qui sont en train de se former. On se demande si OpenAI dépense beaucoup d'argent, dépend beaucoup aussi de ces géants américains. Qu'est-ce que tu en penses? Que c'est une très bonne nouvelle pour AWS parce que faut rappeler que AWS avait mis à l'époque, on remonte il y a quelques années, mis tous ses œufs du côté de chez Anthropic, chez Claude. Et donc, ils ont investi encore cette année des milliards de dollars chez Anthropic. Ça va bien. Sauf que on se demandait toujours ce qui se passait avec les gens d'OpenAI. Et puis, finalement, quand la nouvelle est tombée aujourd'hui en provenance de New York, je me suis dit, quelle bonne nouvelle, parce que là, maintenant, ils sont vraiment branchés chez tout le monde. Et ça, évidemment, chez AWS, stratégiquement, c'est une nouvelle importante. De l'autre côté, OpenAI a faim de puissance de calcul. Et donc, j'allais dire, presque le dernier géant avec qui il n'avait pas été au lit, c'était AWS. Alors, c'est comme une grosse nouvelle. C'était attendu, mais de part et d'autre, c'est un partenariat qui est très payant.
parce que ça va permettre d'avoir de la puissance d'un côté. Et puis aussi, ça envoie du côté d'AWS qui a tout son écosystème au niveau de l'infra nuagique, mais aussi de l'IA, avec ces solutions qu'on retrouve dans Bedrock. Ben là, c'est un signal fort qu'ils envoient. Eux, ils sont présents partout maintenant dans le paysage de l'intelligence artificielle. Alors, il y a Lucas qui va réagir, mais juste, Bruno, on a l'impression qu'outre-Atlantique, c'est business is business, quoi, parce qu'on va dire AWS, enfin Amazon était beaucoup derrière Anthropic, concurrent d'OpenAI, puis finalement, ben voilà, s'il faut signer des contrats à 40 milliards avec un concurrent d'une entreprise qu'on soutient, bon, on y va, hein, on fonce. Ben, tu résumes bien l'approche, mais c'est ça. Hein, du moment que Microsoft a dit, bon, ben, on peut aller voir ailleurs dans notre couple, ben, ça n'a pas tardé. OpenAI est parti de son côté, et puis il y a des gens qui ont fait la cour aussi du côté d'OpenAI, et puis on voit aussi Microsoft de son côté qui est en train de s'associer avec d'autres projets. Alors, je trouve que, évidemment, d'un point de vue business, c'est une bonne nouvelle, parce que là, il n'y a plus de chasse gardée. On en parlera plus tard, mais bel exemple aussi avec ce que Apple est en train de faire. Alors, je pense que pour les gens qui sont dans l'industrie, c'est une bonne nouvelle parce que maintenant, avec cette approche-là, tout est possible. Lucas, je t'ai vu un peu opiner du chef. Ouais. OK. Un tout petit peu d'explication de ce qui s'est passé il y a 5 jours entre Microsoft et OpenAI. Oui. Vous en avez parlé déjà, mais juste pour recadrer, parce qu'en fait, ça, c'était déjà dans les tuyaux quand l'accord Microsoft, pour un peu vulgariser tout ce qui se passe. Microsoft a pris 27% de la fondation qui possède OpenAI pour profit. C'est une fondation hors profit. Bon, Microsoft, pour l'instant, ils ont mis 13 milliards dans la machine. Cette fondation pour profit, elle est... valorisée 150, je crois. Non, elle est valorisée 500. Ah oui, 500. La non-profit. Donc, eux, ils ont mis 13 milliards et ça vaut 137 milliards sur le papier aujourd'hui, ou 135 milliards aujourd'hui sur le papier. Donc, c'est déjà une bonne affaire. Et dans cet accord, il est dit que OpenAI va acheter 250 milliards de Azure à Microsoft et que tous les produits qu'OpenAI va vendre dans les tuyaux, dans ce qu'on appelle en API, c'est-à-dire qu'ils vont mettre dans les tuyaux pour les entreprises, seront basés sur du Microsoft Azure. Sauf la partie pour le gouvernement américain. OK ? Donc... Ou là, on a toujours cette bataille AWS sur d'autres projets. AWS, donc pour servir, et ils ont dit aussi dans cet accord-là que il était maintenant possible de faire du service à la défense, à la guerre, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont ouvert les 2 fournisseurs de cloud, parce que les 2 fournisseurs de cloud sont utiles pour faire ce genre de service. Et en plus, ça leur fait un vase de débordement, parce qu'il ne faut pas oublier, Microsoft, OpenAI, ça mange de la capacité, ils ne payent pas forcément le prix de tous les clients. Donc, à un moment, ils utilisent de la capacité Microsoft qui génère moins de profit que si un client lambda entreprise l'utilisait. Donc, ça arrange un peu tout le monde, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Microsoft n'est pas surpris de ce qui se passe, ou alors s'ils le sont, c'est qu'ils sont très naïfs, ce qui n'est pas le cas. Oui, je pense donc, tout le monde s'y attendait, c'était déjà dans les tuyaux. Sceller l'accord Microsoft-OpenAI, ça permet de dire on peut faire ça, mais tout le monde comprend ce qui se passe. Maintenant, il y a juste un point sur... on parlait d'écosystème et tout le monde a les doigts dans le gâteau de tout le monde. Ça, c'est vrai. Si j'étais doomiste, économiquement parlant, je dirais ça me rappelle il y a eu une période récente dans laquelle on avait des actifs agrégés, ce qu'on appelait des actifs agrégés, dans lesquels on mettait du très profitable, du pas profitable, du très profitable. Puis à un moment, c'était tellement packagé qu'on ne savait plus s'il y avait un risque financier ou pas. OK, et ça s'appelait des subprimes. Et je ne pense pas qu'on soit là, moi je suis dans cette industrie, mais je commence à me dire que on a un peu des aggregated assets, comme on dit, des collatérales, où un peu il y a une couche de... C'est Nvidia qui investit dans OpenAI, OpenAI investit chez Oracle, et Oracle rachète du Nvidia. Nvidia, 100 milliards chez OpenAI, 38 milliards chez AWS, 250 milliards chez Microsoft. Microsoft prend 27%. Enfin là, on avait participé à son croisé. Il y a des gens très profitables et des gens très peu profitables dedans. Et puis je pense que si on regarde les actionnaires aussi, on va se rendre compte que là aussi, il y a pas mal de consanguinité. Philippe. Il y a ce point qui a déjà été évoqué plusieurs fois, qui est l'espèce de petit jeu de trick-track. Ouais. Ou de consanguinité, on peut même dire. Les clients investissent chez leurs fournisseurs réciproquement tout en se sécurisant des flux de revenus. Enfin, je pense qu'à la fin, de toute façon, c'est ce que dit le marché aujourd'hui, à la fin, c'est qui gagne, c'est Nvidia. Oui. En tout cas en termes de valorisation. 5 000 milliards de dollars de valorisation. Ma deuxième remarque, c'est que c'est peut-être aussi un moyen pour OpenAI de répartir également son risque en exécution
je parle de l'exécution cloud, même si paradoxalement c'est AWS qui est tombé. La semaine dernière, c'est AWS qui est tombé, mais ça leur a peut-être mis une puce à l'oreille en disant mais le jour où Azure tombe, parce que la seule question c'est quand ça se produira et combien de temps ça durera. C'est les deux questions. Mais si Azure tombera forcément un jour. Donc ils sont peut-être en train de répartir leurs risques. Et puis moi je me disais en réfléchissant à ces chiffres, en fait on se dit 38 milliards c'est peu parce que il y a déjà eu des annonces à 150, à 500, etc. C'est des montants qui donnent le tournis. 38 milliards, si on se ramène à l'Europe, c'est l'annonce du programme spatial allemand. L'Allemagne relance son programme spatial, met 35 milliards sur la table, ce qui est énorme. Oui. C'est notre programme. Il y a nos 32 milliards, nous, de notre voilà. C'est toujours... On est perdu en sorte de grandeur. Ouais. Et dans le même temps, il faut toujours se souvenir que les sociétés américaines ont des niveaux de rentabilité et de revenus absolument dingues. Moi, j'avais vu passer la semaine dernière l'annonce de ce que Apple déclarait avoir gagné sur un trimestre uniquement dans sa division service, c'est-à-dire l'assurance garantie Apple Care, iCloud et tous les services qui ne sont pas des iPhones. Ça se compte en dizaines de milliards de dollars par trimestre et c'est quasiment la moitié des bénéfices d'Apple. C'est la division la plus rentable. Hein. Voilà. Ça peut être quoi la réponse? C'est ça qui est étonnant. C'est normal dans une business mature. Oui, mais est-ce qu'il faut une société de service en France ferait ce type de... On parle de revenus sur un trimestre. Donc, est-ce qu'il faut une réponse européenne à un accord comme ça où on regarde... On va réguler. Bon, là, en l'occurrence, ça n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'option européenne de cette échelle-là. C'est vrai que 38 milliards, ça paraît beaucoup, mais par rapport aux 500 milliards de data centers, les 250 d'OpenAI vers Microsoft, les 100 milliards de NVIDIA dans OpenAI... Souvenez-vous, il y a un an et demi, Sam Altman disait je vais devoir consolider 7000 milliards et tout le monde dit c'est n'importe quoi. En fait, attends, parce qu'il y a NVIDIA dans Intel, dans AMD... En fait, on est dans un nœud où, encore une fois, il est très difficile de savoir. Par contre, Altman s'est énervé, c'était avant-hier. On lui a dit, mais alors, quand est-ce que vous avez gagné de l'argent? Il a dit, moi, je ne parle plus de ça. Bon. Et là, ça fait... Enfin, moi, je trouve que ce qu'ils font est génial, mais ça me met la puce à l'oreille en tant qu'investisseur. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Quand on mais les investisseurs, c'est les mêmes qui investissent chez Oracle. Parce que si tu fais le tour de... Non, la réponse européenne, éventuellement, c'est on prend nos champions de la construction et des infrastructures et on espère que c'est de faire une plateforme vont gagner des contrats parce qu'il faut pas oublier que derrière on est en train de parler de la construction d'un paquet d'infrastructures. Il s'investit plus aux États-Unis en construction de data centers que dans l'immobilier de bureaux. Les courbes se sont croisées il y a déjà plusieurs mois. 1200 milliards d'investissements autour de l'IA, les data centers et tout ça. Et sinon, les États-Unis étaient en déclin. Ils étaient à moins 0,1%. Ils ont fait un appel de service de centrales nucléaires, enfin d'énergie aussi. C'est ça. C'est à la fin, ça se résume à de l'énergie la plus bas coût possible. Il se trouve que quand elle est nucléaire, elle est décarbonée. C'est une autre bonne nouvelle. Mais c'est de l'énergie, c'est des GPU, NVIDIA, et c'est du béton et l'infrastructure autour, et au passage du savoir-faire pour construire ça en un temps record. Et ça, c'est ce que xAI avait démontré, c'est ce qu'Elon Musk avait démontré en construisant Colossus à toute vitesse. Le facteur X, c'est la Chine. Le facteur, en fait, l'Europe, voilà, sur des questions d'infrastructure comme ça, on a à moins que dans 20 ans, enfin on a 20 ans devant nous, mais ce qui peut un peu saboter tout ça, et qui a déjà été fait par exemple avec DeepSeek, c'est de dire oui mais moi ton 300 milliards je le fais avec 50 milliards. C'est peut-être le grain de sel qu'il faut avoir. C'est plutôt ça qui est en train de se jouer en ce moment. Et sachant que la Chine construit de la capacité nucléaire à tour de bras, plus vite que nous on en met pour faire un EPR, donc... En tout cas, moi, je me dis toujours, Altman, dans sa tête, quand il prend une décision, maintenant, il doit appeler son COMEX, ses partenaires, ses actionnaires et ses fournisseurs de cloud, quelque part. Enfin, il y a un peu dans la fuite en avant. Ils sont sur tous les dossiers. Enfin, il y a quelque chose ils annoncent 3 produits par semaine. La preuve, on en parle tous les soirs. Alors, tiens, autre sujet, et je vais encore démarrer par toi, Bruno. Apple serait... alors, c'est le journaliste Mark Gurman, qui est souvent bien informé aux États-Unis, qui pense qu'Apple va être obligé de travailler avec son grand rival et néanmoins partenaire, parce qu'ils sont partenaires sur d'autres sujets. Là encore, on a ce côté coopétition, consanguinité. Donc, s'appuyer sur Google et Gemini pour développer le nouveau Siri. C'est ça aussi, Bruno.
Oui, ben, il y a Tim Cook qui a été un peu bavard sur la question et qui, effectivement, en fin de semaine dernière, a commencé à laisser passer l'information que pour bonifier l'expérience de Siri et de Apple Intelligence dans son ensemble, on allait faire appel à des tiers. Et donc, il a confirmé ce qu'on dit depuis des mois ici à Tech & Co. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un des partenaires importants, parce que oui, ils ont parlé à OpenAI, la preuve, c'est que c'est déjà utilisé pour Siri, ils ont déjà parlé à Anthropic, mais là, puis ils avaient déjà parlé pour d'autres raisons aux gens de Google, mais là, c'est de savoir que les gens qui sont derrière Gemini seraient appelés au renfort pour bonifier l'expérience d'intelligence artificielle de Apple Intelligence. Et ça, ben, à la fois, c'est surprenant, mais à la fois, ça ne l'est pas parce que Tim Cook et d'autres personnes chez Apple ne sont pas satisfaits de où l'équipe locale, donc l'équipe d'Apple, est rendue dans le développement de sa solution. Puis l'information a déjà coulé, là. Les gens qui travaillent sur la question d'intelligence artificielle le disent déjà que la livraison du printemps prochain ne répondra pas aux attentes des gens. Alors, ben, avant de se casser la margoulette, ils ont décidé de traverser la rue et de demander à Gemini d'arriver avec son savoir-faire. Est-ce que ça va répondre à la question? Probablement pas. Est-ce que d'ici l'automne prochain, d'ici le printemps prochain, on va encore voir d'autres joueurs? On va voir des acquisitions? Il y en a eu là, quelques-unes dernièrement. Probablement, parce que Apple doit sortir quelque chose. On n'est pas pour représenter un iPhone Air quelque chose pour attirer l'attention ailleurs que sur la Apple Intelligence. Là, ils doivent livrer. Et je pense que... Oui, pardon, vas-y. Pardon. Non, on termine. Non, j'allais dire de traverser la rue pour aller chercher le savoir-faire de Google qui a rendu la marchandise. Quand on regarde le Pixel, j'en ai déjà parlé à cette antenne, mais ce qu'ils ont fait comme merveille avec le Pixel et la dernière livraison, ben, ils ont été capables de livrer la marchandise. Alors là, j'ai l'impression qu'ils vont donner aux concurrents quelques leçons. Lucas, c'est peut-être... habile pour Apple, peut-être à court, moyen terme, à long terme, je ne sais pas, mais... Je ne sais pas si c'est habile, mais en tout cas, c'est nécessaire. Ouais. Il faut se rappeler que l'iPhone 16, il a été annoncé AI Ready. On a l'iPhone 17, il n'y a toujours pas d'AI Ready, il n'y a toujours pas d'AI dans l'AI Ready. Il est prêt, mais il n'a rien reçu. Les iPhones, ils sont AI Ready, c'est l'AI d'Apple qui n'est pas Ready. Non, mais c'est pas iPhone Ready. J'entends bien, mais il y a quand même quelque chose de la promesse manquée par rapport à la promesse utilisateur. Et Apple a un challenge qui est celui de beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley, c'est qu'ils ont eu une perte de talent, il y a une grande instabilité en fait dans leur talent parce qu'il y a une telle guerre des talents qu'ils n'ont pas décidé de construire. Alors ça vient, mais on a vu que Meta a licencié 600 chercheurs la semaine dernière. Bon, mais ils ont eu une grande instabilité dans cette équipe, c'est dommage. Ils ont sorti un modèle incroyable il y a un mois de ça, un VLM incroyable, hyper compact, performant, qui marche sur du silicone en local. Enfin, je ne vais pas être dans les détails techniques, mais... C'est la première fois qu'ils annonçaient quelque chose d'enthousiasmant en termes de recherche, mais le problème, c'est que beaucoup des gens qui ont fait ça sont plus chez eux maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont ce problème-là. L'autre jour, quelqu'un nous disait, chez Apple, les tout-puissants, c'est ceux qui sont sur les produits. Après, il y a les designers et les gens du logiciel, ils sont un peu en dessous et que justement, ils sont un peu moins écoutés. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Quand je suis arrivé chez Meta, c'est ça qui m'a marqué, moi. Moi, j'étais chez HP avant, j'étais vice-président des ventes. Les gens faisaient ce qu'on leur demandait. Chez Meta, c'est les ingénieurs c'est les gens qui faisaient du code, qui dirigeaient nous, ce qu'on disait, nous écoutaient d'une oreille vaguement distraite. Mais... Philippe non, c'est clair que les cultures de ces entreprises ont changé. Si on évoque les faits d'armes, moi, quand j'ai vendu ImSense à Apple, ils étaient encore sur la perfection logicielle et sur la qualité d'exécution, même s'ils commençaient à se rater un peu. Le premier mode HDR de l'iPhone était une catastrophe. Certains pensaient que c'était ImSense, pas du tout. ImSense est arrivé après pour corriger le truc. Et ils avaient pris le temps. Mais le problème, c'est qu'Apple est une boîte qui prend tellement de temps pour peaufiner, polir, ajuster toutes les choses que dans une mécanique d'emballement comme celle qu'on connaît avec l'IA, y compris dans les attentes, voire les surattentes et les surpromesses, ils ont du mal à rattraper. Donc, à mon avis, ils n'ont pas le choix. Là où c'est intéressant, c'est que la relation entre Apple et Google, qui était déjà assez complexe, là va devenir horriblement complexe.
Parce que d'un côté, ils ont tout ce qu'il faut comme trésorerie, comme cash. On parlait tout à l'heure, ne fût-ce que des revenus et des bénéfices de la division service. Ils ont tout ce qu'il faut pour financer l'acquisition de technologies tierces et les accès à des technologies tierces. Leur valorisation, leur résultat était tellement bon, leur valorisation à Apple dépasse les 4 000 milliards. Voilà. Et sachant que quand on parlait tout à l'heure de des revenus de la division service, il y a notamment les revenus publicitaires que Google verse à Apple pour être toujours le moteur de recherche par défaut dans l'iPhone. Donc on va rentrer dans un jeu avec en plus des sujets de pratiques anticoncurrentielles. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ils s'ouvrent à l'idée de travailler avec d'autres, ce qui est quand même jusque-là un très très grand un interdit. Si ça n'était pas une nécessité, ils ne le feraient pas. Exactement. C'est pas dans l'ADN. Exactement. Et effectivement, moi, la seule chose que je puisse dire pour terminer en tant qu'utilisateur, c'est de grâce, grouillez-vous, parce que l'expérience utilisateur d'Apple Intelligence sur des choses toujours aussi simples que gérer mon contexte dans un téléphone qui est AI ready depuis je ne sais pas combien de temps, ça reste c'est sûr que dès que les gens basculent, on a l'exemple avec Bruno, on a l'exemple aussi avec Lucas, ceux qui basculent vers les modes Pixel, vers le mode Google Gemini, sont en plus le Pixel pliant, ont du mal à revenir en arrière. Juste un mot aussi, Lucas, c'est Tim Cook, alors Bruno l'a rapidement évoqué, c'est Tim Cook qui reconnaît le retard, il parle d'intégrer plusieurs partenaires à terme. Il parle d'intégrer plusieurs partenaires. On peut aussi se poser la question on parlait de la trésorerie. Il y a une boîte qui est à vendre, qui ne le dit pas, mais c'est Perplexity qui fait un peu la danseuse parce que c'est bien ce qu'ils font, mais ils ont un peu du mal à avoir les moyens de leurs ambitions jour après jour. Et il y a une autre boîte dans laquelle on en a parlé, qui est Anthropic, qui serait un bon candidat au rachat par Apple. Apple Anthropic, ce serait très très fort, très complémentaire. Après Anthropic... D'ailleurs, on a des petites histoires qui sont en train de ressortir de l'époque où Sam Altman a quitté pendant quelques jours OpenAI parce qu'il y a il voulait racheter... certains auraient voulu qu'il y ait la fusion avec Anthropic. On apprend un peu ça au détour avec Dario Amodei, puis sa femme qui voulait revenir dans la boucle. Enfin, allez lire sur Internet, il y a des petites histoires assez croustillantes, si vous aimez bien ça, de ces rivalités. C'est assez étonnant. Moi, je suis quand même pour terminer, un petit peu inquiet parce qu'on est quand même en train de... Enfin, inquiet, perplexe, parce qu'on est en train de parler de confier... l'intelligence, c'est-à-dire le pilotage automatique, puisque c'est ça qu'il s'agit de ces objets. C'est comme si Sirius ou Gemini, c'est comme si on confiait le pilote automatique d'un Airbus à Boeing. Il y a quelque chose. Ils disent, c'est ce que dit Mark Gurman, c'est qu'il ferait quand même tourner Gemini sur les serveurs private cloud. Il y aurait un support spécifique iOS pour Gemini qui sera Gemini qui sera développé par Google. Ce sera pas. D'accord. Donc ce serait une instance séparée. Un peu. On parlait d'AWS et du gouvernement américain. Un peu comme le data center que la CIA avait commandé à AWS, qui est un clone physiquement distinct de l'infrastructure. Après, il faut expliquer ça à tous les clients. Ça va être oui, le narratif va pas être simple. Je mettrai un petit billet sur Anthropic à terme. C'est le bon. D'abord, c'est les meilleurs. C'est des modèles incroyables et en plus, ils ont besoin de cash. Apple a le cash. C'est un très bon match. Après, on verra. Les propriétaires d'Anthropic, notamment Amazon, pourraient ne pas vouloir vendre, mais c'est une option. Alors, je voulais qu'on parle d'un autre sujet, les Émirats, nouveau terrain de jeu de la tech US, mais on va marquer la courte pause et on va parler juste après avec nos trois experts, qu'on remercie toujours d'être avec nous, Bruno Guglielminetti, Lucas Perrodin et Philippe Devos. On se retrouve toute petite pause et juste après, on va parler des Émirats, nouveau terrain de jeu de la tech US. On parlera du boîtier IPTV, la fuite des cerveaux israéliens qui inquiète justement Israël, et puis Huawei, si on a le temps, on parlera de Huawei qui se questionne sur une usine construite en Alsace et qui finalement ils vont peut-être pas occuper du tout. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, débrief de la tech, c'est reparti avec Bruno Guglielminetti, que je remercie encore d'être avec nous, journaliste et animateur de mon carnet de l'actualité numérique et qui est loin de chez nous, mais très proche dans ce débrief, puisqu'il est au Canada. Lucas Perrodin, fondateur de AI Partners, et Philippe Devost, fondateur de Phileos, qui accompagne donc les entreprises, justement, qui les conseillent notamment sur l'IA et sur tous ces projets. On va reparler du boîtier IPTV, parce que Philippe a une surprise pour vous en exclusivité. Voilà, je vends un petit peu ce sujet-là, mais vous allez voir, c'est passionnant. Juste un mot, je voulais qu'on le traite dans la première demi-heure, on n'a pas eu le temps, c'est les Émirats qui deviennent le nouveau terrain de jeu de la tech US. Bon, c'était le nouveau terrain de jeu pour l'armée, pour tout ce qui était la défense, une grande époque. Là, on vient de voir que Microsoft vient d'investir 15 milliards de dollars sur 4 ans aux Émirats pour l'importation de l'hébergement de modèles d'IA, l'importation de GPU, la création de data centers. On se dit, c'est pas si mal joué parce que c'est un beau hub régional sur le Moyen-Orient. Là, on n'est pas loin de l'Inde, on n'est pas loin de l'Asie. On déporte sur l'aile droite l'Europe. Il y a l'Afrique aussi avec certaines nations en devenir. Il faut lire ça. Il y a toujours une deuxième lecture. Et puis il y a la diplomatie. Donc, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, aller chercher l'argent des Émirats pour les entreprises de tech, ça n'était pas possible à cause des restrictions d'export. Nvidia, par exemple, il se trouve que le président américain étant maintenant beaucoup plus pro-UAE, pour des raisons, par exemple, ils ont offert un Boeing il n'y a pas longtemps, donc ça ne lui a plu. Ils ont moins de restrictions. Et c'est le vice-président de Microsoft qui a dit ça. Ouais. Ce qui était difficile avant, c'était de vendre. Bon, maintenant qu'on nous a ouvert la porte... Il y a plus de flexibilité, on va dire. Ouais, on va mettre 15 milliards sur 4 ans par rapport à toutes les sommes dont on vient de parler, c'est pas non plus énorme. Et donc, eux, ils peuvent aller chercher de l'argent du Moyen-Orient en posant des data centers avec des niveaux de computing qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce qu'il y avait des restrictions, c'était interdit de vendre. Par contre, par exemple, ils travaillent avec G42, qui est un fonds émirati, qui a un bout avec les Américains, un bout avec les Chinois. Enfin, là, on a ouvert c'est une petite fissure, mais il y a une petite fissure qui s'est ouverte dans le Tupperware de la tech américaine qui est quand même intéressante à regarder. Il y a une zone grise un peu intéressante. Mais bon, la motivation, c'est que maintenant, ils peuvent exporter, donc ils peuvent investir. Il parle aussi d'1 million de résidents qu'ils vont former. Enfin, voilà, il y a tous les à côté après derrière. Oui, mais il n'y a pas tant de... Enfin, aux Émirats, il n'y a pas tant de gens que ça. Il y a beaucoup de gens en Saoudi. C'est pour ça qu'ils disent 1 million de résidents. Ouais. Saoudi, il y a 70 millions de personnes. Là, il y a quelques millions. Donc mais c'est vrai que ça devient un beau hub régional. Et puis voilà, c'est assez central. Enfin, quand tu regardes une map monde, c'est assez central, le Moyen-Orient. Aujourd'hui. Oui, tu citais les chiffres de la population. On est assez comparable avec la Suisse. C'est la Suisse de l'IA. C'est la Suisse de l'IA. Et c'est un mouvement géopolitique extrêmement intéressant parce que ça permet à Washington de garder le contrôle de ce qui se passe, tout en déployant une politique pro-business chère au président, dont on découvrira peut-être un jour qu'il a des intérêts ou des investissements personnels dans ces sociétés, mais ça ne nous regarde pas. Mais tu as tout à fait raison, Lucas, c'est un mouvement, c'est de la géopolitique pure, sous-tendue par le commerce, mais dans le cas particulier des États-Unis, la géopolitique et le commerce font très, très, très bon ménage. Moi, j'appelle ça un laboratoire diplomatique. Absolument. Ça permet d'organiser un petit peu la concurrence avec l'Arabie Saoudite qui s'enlise un peu dans ses projets NEOM, etc. Ça permet de favoriser la guerre des talents, mais en tout cas, c'est là que ça se passe. On n'est pas loin de l'Inde, on n'est pas loin de la Chine. On garde un œil sur toute cette Asie du Sud-Est. Et à la fin, qui gagne Nvidia. Ouais. Puisque ça permet à plus de GPU. On parle quand même d'équivalent de quantité absolument ahurissant. Servir l'Inde depuis les UAE en computing, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, mais de garder un œil, tu vois, d'avoir un pied pas trop loin, tu vois, une tête de pont qui est pas... À ce moment-là, tu as l'Arabie Saoudite qui est un pays, encore une fois, 70 millions d'habitants, avec potentiellement plus de talents. Enfin, moi, j'étais en Saoudi avec une délégation du gouvernement anglais il n'y a pas si longtemps. J'ai visité leur station F avec le ministère de la Recherche, invité par le ministre, etc. Bon, il se passe des choses, mais... on fait comment est-ce qu'on appelle ça, de rétro-engineering, quoi. On est en train de se dire, ils vont là, alors on essaie de trouver des bonnes raisons. Bon, il y a des raisons géopolitiques, un peu financières. Surtout si on met du computing, on peut
facturer des milliards au Middle East maintenant, parce qu'on a le bon niveau de service là-bas. Et puis il y a peut-être aussi des raisons symboliques. On a longtemps dit que la data, c'était le pétrole du 21e siècle. On a longtemps dit que la capacité à la traiter, à la raffiner, c'était clé. L'IA est un des leviers à la fois dans le raffinage, dans l'exploitation et dans l'extraction de valeur. Et on sait que l'ensemble de la région se prépare très activement à l'après. Donc, pour moi, on est dans ce mode-là, mais avec cette dimension géopolitique et ce bras de Washington qui est suspendu au-dessus du deal. Bruno, ton regard outre-Atlantique sur ces Émirats, justement. Ben, c'est clair qu'autant l'Arabie saoudite que les Émirats arabes unis, ils sont dans la diversification. Et c'est pas ce qu'on a vu passer comme nouvelle, c'est dans la suite des choses. Ils sont tous en train de regarder où ils peuvent investir, mais de l'autre côté, où on peut amener des investissements. Et moi, j'avoue que c'est cet angle-là que je trouve intéressant parce que jusque maintenant, dans le passé, c'était les capitaux Émirats qui sortaient, mais là, on voit les Américains descendre chez eux et installer des choses. Alors, il y a des partenariats qui sont intéressants. Autre chose, d'ailleurs, c'est peut-être pour faire un lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, il y a Sam Altman qui a fait, ça remonte à il y a 1 an et demi environ, qui a fait énormément de voyages de ce côté-là pour aller chercher du financement pour être capable de monter son processeur, sa carte qui allait faire compétition à NVIDIA. Ça n'a pas avancé. Et j'avoue que le prochain joueur dont on aura probablement des nouvelles de ce côté-là, ça va être OpenAI qui va probablement nous annoncer quelque chose. Parce que ça, c'est un dossier qui n'est pas encore fermé, ça. Mais d'ailleurs, je pense que ta remarque est juste. Et si on prend un peu de recul par rapport à ça, on n'est pas certain, c'est pas parce qu'on met de l'argent, tout ça, que ça marche. Hein, l'exécution opérationnelle, la clé, elle sera là aussi, hein, dans l'exécution opérationnelle. Est-ce qu'on aura les... Faire tourner des data centers en Saoudi ou aux Émirats, ça n'a pas beaucoup de sens écologique, énergétique. Enfin, un data center, c'est compliqué à faire tourner. On sait que quand j'étais en Saoudi, avec les gens justement de la station F de Riyad, l'équivalent, leur incubateur, ils nous parlaient de ça en disant qu'ils avaient des projets de construction qui prenaient un retard monstrueux parce qu'il y a des contraintes, il fait 50 degrés, il y a du sable. Il y a quelques sujets de refroidissement, ça on peut le comprendre. Oui. Oui. Non, mais il y a du sable, enfin, c'est très compliqué. Oui, ne serait-ce que pour avoir tu parles du sable, enfin les vents et tout ça, ça porte des poussières. On sait que ces data centers sont très sujets à ce genre de choses, que le sable, ça s'infiltre. Si on était un peu chafouin, on pourrait dire que montrer de l'investissement, ça permet de servir le narratif des gouvernements locaux qui montrent de l'innovation et qui envoient des signaux positifs à la population, ce qui est très bien. Oui. Et ça permettra aussi de justifier un certain nombre de capitaux de fonds souverains dans d'autres sociétés on a vu américaines avec plus tard. Puis même dans les jeux... L'échange de bons procédés, c'est du business. Arts a reçu, c'est un fonds saoudien qui a repris, enfin, ou émiratique, qui a repris tout ça. Autre sujet. Philippe, c'est toi qui as la parole, tu vas nous sortir un petit boîtier parce qu'on va parler du fléau du piratage TV, justement avec ces boîtiers IPTV. Alors rappelle-nous ce qu'est un boîtier IPTV. Peut-être que, j'imagine Tech & Co, si vous nous suivez, vous savez de quoi on parle, mais quand même, rappelle-nous et puis tu vas nous expliquer un peu... L'IPTV, c'est juste une manière tout à fait standard. C'est un ensemble de standards qui permet de délivrer des flux audiovisuels en temps réel sur Internet. Là, il n'y a rien de nouveau. Et comme toutes les technologies qui permettent de faire des choses, elles permettent de faire des choses de manière totalement légale ou elles permettent de faire des choses de manière un peu plus grise. Le piratage, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis que le contenu existe. Tout va bien. Il faut juste se souvenir que c'était Bruce Schneier qui disait ça, le CTO de British Telecom, qui disait la sécurité, c'est une taxe sur les honnêtes gens. Et au fond, au bout du compte, la seule question, c'est quel est le taux de tricheurs qu'accepte la société. Moi, j'avais été frappé par une brève, je crois que c'était sur Radio France l'été dernier, qui indiquait qu'il y avait 18% d'utilisateurs de services IPTV illégaux en France. Donc, j'ai creusé un peu. Il se trouve que j'ai travaillé sur la partie cyber avec quelques personnes sur le sujet.
Et en fait, il y a plusieurs manières de faire. Il y a la manière amateur, c'est on va sur Telegram, dans des groupes plus ou moins confidentiels, on va récupérer un lien juste avant un match qu'on veut regarder, et on regarde où il y a un truc qui marche plus ou moins bien. Ah oui, avec des coupures, enfin pour ceux qui ont testé. Il y a la deuxième option qui est, on a déjà un petit Fire Stick ou un petit Chrome ou un petit Xiaomi Stick chez soi, et on trouve une application qui marche plus ou moins bien. Il y a une troisième approche qui consiste à se procurer par des canaux un peu détournés en utilisant des réseaux de distribution qui sont assez proches des réseaux qui distribuent d'autres produits illégaux. Donc là, ça peut être des boutiques physiques. Hein, oui, ce sont des boutiques. Alors des boutiques dans lesquelles on trouve des téléphones, des accessoires, des cartes prépayées, etc. Mais c'est pas dans les boutiques qu'on les trouve. C'est plus précisément dans l'arrière-boutique. Et on n'y va pas soi-même. On passe par quelqu'un à qui on remet du cash et qui va vous rapporter un truc comme ça, qui est totalement préconfiguré. Donc un petit boîtier. Hein, voilà, là, c'est un Sagatronics, mais il y a plein d'autres. Tout ça, c'est fabriqué en Chine. Mais ce qu'on vous livre, il a déjà été paramétré. La seule chose que vous avez donné, disque dur, voilà, une boîtier la seule chose que vous avez donné, c'est votre numéro de téléphone mobile, et d'ailleurs c'est une erreur, et du cash. Votre numéro de téléphone mobile, c'est une erreur parce que 11 mois après l'acquisition du boîtier, vous allez recevoir un SMS vous demandant si vous voulez vous réabonner, entre guillemets. Le problème, c'est qu'entre-temps, votre numéro de téléphone mobile, il est parti sur le dark web, et le nombre d'appels et de démarches téléphoniques que vous avez reçus, voilà, votre numéro est en libre service pour tous ceux qui veulent faire des appels. Donc ça se connecte à votre télé, vous l'installez, dessus il y a une appli qui est déjà installée. Alors sur celui-là, je crois que c'est Promax, et vous lancez l'application et vous avez un guide des programmes dans lequel vous retrouvez tout. C'est-à-dire vous retrouvez tout le sport, que ce soit Canal, beIN, la Ligue, vous avez tout, tous les sports d'ailleurs. Ça, c'est pour le contenu de flux, et pour le contenu de stock, vous retrouvez à peu près les dernières séries proposées par Amazon, par Netflix, Disney+, Apple TV, etc. Et évidemment les films de Canal. Donc vous trouvez tout ça pour l'équivalent d'à peu près 70 € par an, plus évidemment l'achat du boîtier la première fois qui coûte une petite centaine d'euros. Là où ça devient quand même dérangeant, en tout cas pour moi, c'est que il y a, selon mes estimations, 8 millions de boîtiers comme ça en circulation et en utilisation en France. 1,5 personnes par foyer. On est donc dans un taux de défection. Oui. On n'est plus dans la petite qui colle avec les 18%. Mais 8 millions, ça veut dire que le politique qui mettra fin à cette pratique perdra les élections. Si tu as 8 millions de foyers... Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle... alors, régulièrement, Quel est le moyen de combattre, tout simplement? Il y a plusieurs... Parce qu'il est compliqué d'aller sonner à chaque porte... Tout dépend qui on combat et comment on le combat. Pour l'instant, les combats consistant à bloquer les DNS, quitte à faire tomber des services adjacents, comme c'est arrivé en Italie avec les services de Google qui sont tombés pendant quelques heures, la veille d'un match de je ne sais plus quel grand club italien, ça c'est un peu limite. Il y a le fait d'arriver à repérer sur les canaux Telegram les flux et d'arriver à demander aux opérateurs de les couper, ce qui mobilise énormément de monde. Ouais. Il y a le fait d'essayer de pister les clients, mais ça suppose quand même à ce moment-là d'obtenir leur adresse IP, ça suppose quand même des démarches judiciaires, parce qu'il faut quand même bien protéger la vie privée. On ne peut rien faire dans le judiciaire. On peut aussi aller dans ces réseaux de distribution, mais là aussi on est dans le domaine du dark web, c'est compliqué, on en coupe une tête. Oui, sauf que là c'est des réseaux de distribution physique, donc ça suppose d'entrer dans des endroits où peu de gens vont. Ça c'est aussi possible. Et puis, quand on a regardé la partie infrastructure, parce que ça, ces boîtiers-là, c'est intéressant de savoir à qui ils parlent et comment ils parlent. Et là, on s'aperçoit qu'on est face à des infrastructures qui sont très sophistiquées. Moi, je les ai testés les soirs de match, ils ne bougent pas. C'est-à-dire qu'il y a toutes les opérations qui sont conduites touchent des utilisateurs, mais pas ça. De la même manière, ces trucs-là fonctionnent sans VPN. C'est-à-dire que pour les utiliser, vous ne devez pas avoir de VPN. Donc, ce qui veut dire que toute tentative de légiférer sur le sujet, sur interdire les VPN, c'est emmerder tout le monde. En tout cas, ça ne va pas régler ça. Et donc, le seul moyen, c'est... Alors, en Angleterre, ils ont mis les moyens parce que, justement, il y a la Ligue... En Angleterre, ils mettent les moyens. En Italie, en Espagne, il y a des opérations de grande ampleur qui ont été conduites et qui mobilisent à la fois des effectifs de police régaliens, mais aussi des personnes qui travaillent pour le compte, soit des ayants droit qui sont lésés, soit des États et qui travaillent sur des sujets de cyber, donc dans le bruit du silence
et qui trouvent les vulnérabilités et qui sont capables de perturber. Et ça, c'est tout un... Bon, le chat et la souris, ça existe encore une fois. Le piratage, il existe depuis le début. Mais c'est l'ampleur qui devient oui, c'est ça. Parce qu'à la limite, ce jeu du chat et la souris, tu le dis, le piratage, ça a toujours existé. Là, quand on est à 1,5 boîtiers par foyer... 1,5 personnes par foyer. Voilà. Il y a 8 millions. Je pense qu'il y en aura 9 à la fin de l'année. Parce que selon mes sources, la période de Noël, l'année dernière, il y a eu 350 000 ventes de ce type de boîtier. Dans certains cas, ils vous sont offerts en cadeau bonus lorsque vous achetez la marchandise illégale. On est face à les abonnements Netflix ou ça. On est face à des gens très organisés. Lucas. Et après, Bruno. Alors, moi, je ne suis pas très bon intervenant là-dessus parce que d'abord, j'habite en Angleterre, donc je n'ai pas de télé en France. Donc, tu as un IPTV? Non, j'ai Amazon, Netflix, YouTube Premium. Ouais. Et je regarde Tech & Co sur... j'ai ce luxe. Ouais. Oui, ce qui est un des arguments évidemment utilisés par... Pour être tout à fait honnête, ma plus grande consommation, c'est YouTube Premium maintenant, de plus en plus. Enfin, YouTube a pris une place... parce que je regarde beaucoup de choses, beaucoup de maths et de trucs, modèles sur les IA et qu'il y a beaucoup de contenu. Mais donc finalement, je ne paye pas la redevance. Là, il y a des gens qui viennent frapper à ma porte une fois par an en me disant mais je leur dis mais il n'y a pas d'antenne, venez voir. Et puis c'est terminé. Mais donc, je ne suis pas du tout concerné. Bruno, qu'est-ce que tu penses à DC Bruno, est-ce que tu as un IPTV? J'en ai déjà eu, mais là, j'en ai plus. Et puis, parce que je voulais dès qu'on parle de ça, la ligne se... Tu vois, alors t'entends pourquoi tu tousses. On est en train de parler et Bruno, on t'entend beaucoup moins bien. Alors, on fait un petit essai à nouveau, allons-y. Vas-y, Bruno. Ouais. Pareil, parce que je voulais laisser. Oui, alors on va essayer de te retrouver sur une bonne liaison, Bruno, parce qu'on entend plus ce que tu dis. Mais du coup, oui, le seul moyen, c'est ça, le seul moyen, c'est justement mettre des moyens pour stopper tout ça. Mais comme le dit Lucas... en fait, oui, mais la question, elle est complexe. Le point de départ, c'est la fragmentation des offres de télévision premium ou des offres de contenu premium qui font que pour regarder le contenu qu'on a envie de regarder ou pour suivre l'ensemble des clubs, je reste dans le foot, qu'on a envie de suivre, il faut parfois s'abonner à plusieurs services. Mais ça veut quand même dire, j'interromps, ça veut quand même dire, si on a 8 millions de boîtiers comme ça veut dire, parce que les menaces, elles sont fortes, souvent quand on dit attention, si vous utilisez ce type de boîtier, c'est c'est une amende, etc. Ça veut dire quand même tu as 8 millions de personnes qui disent oh, too big to fail. À un moment, si quand on a 8 millions, si je tombe, tout le monde tombe avec moi. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a un effet comme ça aussi. Oui, et puis il y a une question de crédibilité. Je ne sais plus exactement combien d'amendes ont été mises depuis, parce que le piratage de contenu, ça existe bien avant. Oui, bien sûr. Depuis qu'Adopi a été installé. Tu as dû connaître ça du temps. Combien a coûté Adopi aux contribuables et quel est le montant cumulé des amendes qui ont été mises au pirate. Je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup. Non, il y a eu des avertissements. Voilà. Et je peux comprendre que ne pas taper le consommateur. La première chose, à mon avis, c'est de la pédagogie, c'est de leur faire comprendre que ce qu'ils font n'est pas légal. Est-ce que vous accepteriez que 20% des gens fraudent dans le métro? Est-ce que vous accepteriez que 20% des gens fraudent le fisc? Je ne crois pas. La deuxième, c'est de leur dire que ça les met en danger parce qu'encore une fois, leur numéro de téléphone se retrouve sur le dark web. Et puis la troisième, c'est effectivement de regarder, de s'inspirer de ce qu'ont fait pragmatiquement les Anglais, les Espagnols, les Italiens, et de regarder comment est-ce qu'on se mobilise pour endiguer le phénomène. Bon, en tout cas, voilà, le débat est lancé. On avait ce boîtier ce soir. Merci de nous avoir donné cette exclusivité dans Tech & Co de dire, voilà, 8 millions de boîtiers en circulation, bientôt 9. C'est quand même un chiffre assez conséquent. Je voulais qu'on passe sur un autre sujet, c'est la fuite des cerveaux. Alors, israélien qui inquiète Israël. Et on fera un pas de côté parce qu'on dira aussi en franc, la French Tech aussi s'inquiète. Alors, en Israël, c'est une des conséquences économiques de la guerre contre le Hamas. Les talents de la tech sont de plus en plus nombreux à quitter le territoire pour fuir le conflit. En tout cas, c'est ce qu'observent les autorités et l'État annonce un choc d'attractivité fiscale. On va écouter ce qu'en dit Erwan Maurice, journaliste à la rédaction de BFM Business, et on revient juste après avec nos débriefeurs.
Le secteur technologique est pour Israël un atout économique majeur, 17% de son PIB et plus de la moitié de ses exportations. Seulement voilà, depuis le début de la guerre en 2023, ingénieurs et développeurs sont de plus en plus nombreux à faire leur bagage. Et le phénomène est loin d'être anecdotique. Les autorités ont enregistré sur les 9 premiers mois de la guerre moitié plus de départs qu'en temps de paix. On dénombre à ce jour 8300 sorties depuis 2023, soit 2% de la main-d'œuvre du secteur. Interrogé par le Financial Times, un patron d'une start-up tech s'inquiète même de voir dans son entourage investisseurs et chefs d'entreprise préférer se domicilier aux États-Unis et détenir une filiale en Israël plutôt que l'inverse. Dans l'espoir d'endiguer le phénomène, l'État prend donc plusieurs mesures fiscales. Les employés israéliens de retour d'une expatriation sont désormais exonérés d'impôts sur les revenus perçus et accumulés hors d'Israël. Les fonds d'investissement vont bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse. Quant aux organismes étrangers, ils seront eux exonérés de l'impôt sur les plus-values réalisées sur leurs investissements dans le secteur de la tech. Lucas, je m'adresse à toi, tu travailles beaucoup entre Londres, enfin au niveau international, mais tu es physiquement souvent entre Londres et Paris. Oui, tu le vois ça les US. Alors, égoïstement, nous, je ne travaille pas avec Israël du tout, mais est-ce que tu vois un peu plus d'Israéliens? Je ne vois pas de fuite des cerveaux, non. J'allais dire égoïstement, Trump nous a rendu un très grand service. Je parlais avec un ingénieur à nous la semaine dernière. Et il m'a dit, moi je considérais aller aux États-Unis, indien, de Singapour, indien de Singapour, avec un très haut niveau de formation, qui travaille pour nous maintenant. Et il m'a dit, moi j'hésitais à aller aux États-Unis, puis quand j'ai vu que c'était Trump et quand j'ai vu l'histoire des visas, j'ai dit, on va essayer la France. Et il a fait un master, il est très qualifié en ingénierie, il a fait un master dans une très grande école de commerce française. Tu sais, ces ingénieurs, ils veulent toujours faire une petite année en école de commerce parce qu'ils ont un complexe. Moi, je leur dis... voilà. Et donc, finalement, je dis, tiens, on a bénéficié de la fin des H1B US. Je ne le savais pas. Enfin, lui m'a dit clairement, j'ai vu ça, j'ai vu que ça allait être compliqué, des histoires des visas. Parce qu'en plus, H1B US, si tu te fais rejeter chaque année, c'est 100 000 par an, quoi. Ouais. Donc les boîtes. Donc j'ai plutôt l'impression inverse. Et ça peut faire un appel d'air aux États-Unis parce que ce que disait cette personne-là, c'est qu'il y a des doubles nationalités israélo-américaines et que du coup, s'ils n'ont pas besoin de visa. Les travailleurs de la tech israéliens n'ont pas besoin de visa H1B aux États-Unis et que les entreprises américaines ne peuvent pas embaucher des Indiens, des Chinois, etc., ils peuvent aller remplir ces postes-là bien payés. Donc il y a peut-être aussi un effet de vase communicant là. Philippe, moi je connais un peu Israël et la tech israélienne pour y être allé, notamment dans le cadre du festival DLD à Tel Aviv où j'étais intervenu. Le modèle israélien jusqu'ici, c'était une concentration d'intelligence, notamment dans un domaine que je connais un peu, qui est celui de la cyber. Ouais. Avec, on a toujours un coup d'avance. On vend. Où est-ce que ils avaient un centre qui ressemblait à notre campus cyber là. Beersheba. Oui, c'est ça. Dans lequel on réussit très très vite. On se vend à une boîte américaine. Et on ne reste pas très longtemps parce qu'on a déjà parti sur la suite. Là, le sujet de départ de Brain Drain, moi, il y a un chiffre sur lequel je suis tombé en préparant l'émission, c'est qu'apparemment, 45% des nouvelles startups s'immatriculent désormais à l'étranger, c'était 20% en 2022. Donc ça commence à faire effectivement beaucoup. Deuxième remarque, on voit que l'attractivité et la fiscalité vont de pair. Oui. Je ne vous laisse pas imaginer comment est-ce qu'on pourrait transposer ça en France. On fait des efforts d'attractivité absolument démentiels et qui sont pour l'instant couronnés de succès. Ne les démolissons pas avec une fiscalité totalement délirante. On commence à voir, la French Tech s'inquiète. On commence à voir des Français qui partent vivre à Barcelone, certains en Allemagne. Elle a raison. Bon, il y a toujours... le paradoxe, c'est qu'il y a eu cet effet record cette année d'exit avec le rachat de Wiz par Google pour 32 milliards de dollars. Mais attention, une licorne qui sort de l'enclos, ça ne remplace pas un vivier. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui les préoccupe. Mais au bout du bout, je pense que fondamentalement, ce que vit Israël, et c'est ce que vont vivre un certain nombre d'autres pays, dont la France, c'est simplement le fait qu'un entrepreneur, il a besoin de se projeter. Pour se projeter, il faut qu'il le fasse dans un cadre de référence qui soit stable. Un investisseur, il a besoin de se projeter. Pour se projeter, il a besoin que tout ce qui est au dénominateur ne change pas en permanence, en tout cas pas sur l'horizon de temps qu'est le temps de son fonds qui est de 10 à 12 ans. Donc plus le cadre politique est stable, et dans le cas particulier d'Israël, et je pense à eux encore aujourd'hui,
plus la paix et plus le calme, enfin plus la stabilité politique peuvent revenir. Qui a un cadre stable aujourd'hui ? Pardon ? Personne n'a de cadre stable. Paradoxalement, l'Europe, c'est plutôt le cadre le plus stable. Enfin, les États-Unis, c'est un changement par jour. Oui, non, mais même l'Angleterre, le UK aussi, il y a pas mal de changements aussi. Oui, non, mais là, ce que je voulais dire, c'est que dans le cas très particulier d'Israël, là, on est dans une instabilité qui est profonde, qui est même de l'ordre de la sécurité. C'est-à-dire que même la sécurité n'est plus, assurée partout. Là, il en va parfois de la vie des gens, Absolument. De quitter le pays. Absolument. Et donc, je pense que c'est de ça qu'ils s'inquiètent. Il y a un certain nombre d'Israéliens, Israël étant tout petit, il y a un certain nombre d'Israéliens qui vivent à 5 km de la frontière et dont ils ne savent absolument pas ce qui peut leur tomber dessus. Donc je pense encore une fois que c'est on va se souvenir que la paix, la stabilité, la bonne gestion, c'est le cadre dans lequel la prospérité peut se développer. Un dernier mot, c'est Huawei. Je voulais qu'on en parle. Alors, vous avez peut-être vu ça dans les actualités générales. C'est un complexe flambant neuf en Alsace. C'était l'usine du chinois Huawei qui devait être mise en service à la fin de l'année. 300 millions investis. Ça devait sortir des équipements 5G, des équipements pour entreprises. Et puis, c'est les dernières nouvelles d'Alsace qui nous disent les locaux seraient en vente depuis 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe ? Alors derrière, il y a des histoires de malversation vers des politiques pour installer ça en Europe. Il y a des histoires. On n'était pas loin, évidemment, du Parlement européen. Il y a des structures de l'armée qui n'étaient pas loin. Ils ont dit, oui, mais on va se faire espionner. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais ça dit quand même quelque chose. On parlait de cette instabilité. On est en plein dedans, là, Lucas. Oui, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a beaucoup de... Mais il y a eu beaucoup de... Huawei, on a eu beaucoup de problèmes, aux US, avec les tours relais dans lesquels il y avait des chips dont ils étaient accusés de faire de l'espionnage. Xi Jinping a offert un téléphone au président sud-coréen en lui disant... Et celui-là, il n'y a pas de backdoor. Il n'y a pas de backdoor, exactement. Et puis après, les Chinois, ils se posent des questions, ils sont d'investissement à l'étranger parce qu'ils sont en train d'armer leur économie pour les tarifs. Donc il y a un certain nombre d'investissements, tout ça c'est très dirigé, sur lesquels ils sont à all-in sur les voitures. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent être all-in sur tout et qu'ils puissent tout financer en même temps. Donc il y a un certain nombre de projets. Ils ont beaucoup investi à l'étranger, c'était pour acquérir de la matière première, etc. Je pense que là, ils sont un peu en train de se regrouper pour prévoir les tarifs. Oui, et ce n'est pas 300 millions qui les freinent déjà d'investissement. Philippe, un dernier mot sur ce sujet ? Alors, moi, j'ai une question qui est, si jamais le site est revendu, quel repreneur pour ce site ? S'il est est-ce que ce sera, est-ce que Nokia et Ericsson vont se porter peut-être qu'avec le milliard que Nvidia a mis dans Nokia, pourra financer quelque chose. Enfin voilà, il y a cette question-là. Et puis on voit bien que là, on est à la croisée, on est dans le paradoxe, un paradoxe de plus, qui est que d'un côté, on veut réindustrialiser, on veut attirer des outils de production, y compris étrangers, sur le sol français. Et de l'autre, la réglementation et la géopolitique font que on n'achète pas. C'est comme si on dit viens produire chez moi, mais je t'achèterai rien. Oui. Parce que Huawei est quand même encore aujourd'hui. Mais ça, on le savait presque en 2019 quand ils sont. Pour le coup, ça n'a pas l'air d'être un problème de réglementation ou de. Non, mais je parlais de politique, c'est-à-dire que le Huawei a du mal. Le Made by Huawei in Europe n'a pas nécessairement beaucoup de clients devant lui en Europe. C'est mon seul point. Voilà, on suivra ce sujet-là parce que c'est assez intéressant. Et effectivement, qui pourrait être le repreneur d'une telle usine flambant neuf ? Il paraît que les locaux sont absolument superbes. Allez, merci messieurs, merci à tous les trois. Lucas Perrodin, fondateur de AI Partners, Philippe Debos, fondateur de Fideos, et puis merci à Bruno Guglielminetti. On a eu des petits soucis de connexion. Mon carnet de l'actualité numérique, si vous voulez retrouver tout ce que nous raconte Bruno chaque jour. Allez, on enchaîne les ambitions de Samsung avec son casque de réalité virtuelle. Un chef produit sera là, alors pas avec le casque, mais va nous donner pas mal d'indications, vous allez voir, assez intéressantes. Et puis, on va parler auto, data center. Ce sera dans la deuxième partie de ce Tech & Co, la quotidienne. On se retrouve dans quelques secondes. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash.
Allez, le Tech Flash ce soir avec Julien Thibault de la rédaction de BFM Business, tout ce qu'il faut savoir sur l'actu tech du jour. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, OpenAI a conclu un partenariat de 38 milliards de dollars sur 7 ans avec Amazon Web Services. L'objectif, accéder à une capacité de calcul massive pour faire tourner ces outils. Un accord qui marque un tournant dans l'infrastructure IA et réduit encore un peu plus la dépendance d'OpenAI vis-à-vis de Microsoft. Et justement, de son côté, Microsoft accélère aussi dans le cloud et l'IA et investit plus de 15 milliards de dollars aux Émirats Arabes Unis. Le groupe déploie un plan massif d'ici à 2029 tout en obtenant le feu vert américain pour importer des puces Nvidia avancées. Parallèlement, Microsoft conclut un accord de près de 10 milliards de dollars sur 5 ans avec l'opérateur de centre de données Irene pour accéder à des processeurs Nvidia. Et on reste chez Microsoft avec LinkedIn. Le réseau professionnel commence à utiliser les données publiques de ses utilisateurs, profils, postes et CV pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Les messages privés et salaires ne sont pas concernés et chaque utilisateur a la possibilité de désactiver cette option dans ses paramètres. Et puis en France, c'est Huawei qui aurait discrètement abandonné son site près de Strasbourg. Et oui, annoncé en 2020 pour produire des équipements 5G européens, l'usine n'a jamais démarré malgré 200 millions d'euros investis. Le projet a été freiné par les tensions autour de la technologie chinoise. Pour rappel, Huawei est soupçonné de corruption au sein du Parlement américain. Enfin, Blue Sky franchit un cap symbolique. Le réseau social fondé par Jack Dorsey dépasse désormais les 40 millions d'utilisateurs en moins de 2 ans et confirme sa montée en puissance face à X ou Threads. Dans le même temps, la plateforme teste un bouton « J'aime pas ». L'objectif, mieux filtrer les contenus indésirables et renforcer le contrôle des utilisateurs sur leur fil d'actualité. Et pour finir, rendez-vous sur le site de Tech & Co pour votre émission gaming préférée multijoueur. Cette semaine, Melinda Davansoulas était à la Paris Games Week, l'occasion de rendre visite à David Soumet, vice-président de l'association MO5. On écoute un extrait tout de suite. Parlez-nous de cette association MO5 dans le milieu du jeu vidéo. Les fans de consoles connaissent bien, mais le grand public vous connaît peut-être pas. C'est quoi le but de l'association ? Le but de l'association, c'est de faire un musée des vidéoludiques sur le numérique. Et donc, à cette occasion, on va ouvrir en décembre. La date n'est pas encore arrêtée, mais bientôt. On est sur les dernières signatures de papier. Donc, début décembre, on ouvre sur Paris un musée du jeu vidéo d'à peu près 1200-1300 mètres carrés. Un vrai musée du jeu vidéo physique où on pourra venir voir les consoles de près. Ouais, on pourra venir voir les consoles de près, on pourra voir les réparer. Il y a des ateliers, tout est prévu. Et une activité de musée, comme on fait finalement quelque part en off depuis plus de 22 ans. C'était important d'avoir ce lieu physique pour vous ? C'est indispensable. Le jeu vidéo, entre autres, mais le numérique en général, c'est un média de masse. Et le but, c'est de montrer au grand public ce que c'était dans les conditions d'époque. Là, vous voyez, on a une quarantaine de postes, mais c'est du tube. C'est les consoles dans leur flux, c'est les télés de l'époque. Les télés de l'époque, Les télés de l'époque, oui. Important, les télés de l'époque. Voilà, si vous ne voulez pas rater multijoueur avec tout ce qui s'est dit à la Paris Games Week, eh bien c'est avec Melinda Davansoulas dans multijoueur. Allez, justement, multijoueur, ça peut se jouer de plus en plus avec des casques de réalité virtuelle. Et on va parler de celui, le Galaxy XR, qui a été annoncé il y a quelques jours à peine, de Samsung, avec un chef produit ici même. C'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Malika Shraibi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de produit chez Samsung. Alors, c'était un retour attendu de Samsung, alors qu'on connaît évidemment dans beaucoup de domaines, les smartphones et les télés, en tout cas, dont on parle beaucoup ici dans Tech & Co. Et donc, c'était il y a quelques jours le casque Galaxy XR qui a été annoncé. Alors, ne nous emballons pas, si vous êtes en France, c'est depuis le 21 octobre aux États-Unis, le 22 octobre en Corée. En France, il faudra attendre un petit peu, on en reparlera dans un instant. Ma première question, Malika, pourquoi est-ce si compliqué de faire un casque de réalité virtuelle ? On a vu que Meta on a déjà fait, ils avaient racheté une entreprise, Apple a fait le sien. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est compliqué ? C'est la miniaturisation, la batterie, le son, Quelle est la complexité dans un casque ?
L'idée, en fait, quand on a un casque de réalité étendue, comme dans le cas de Galaxy XR, c'est d'être sûr d'avoir une expérience complète pour l'utilisateur. Et donc, c'est pour ça que nous arrivons maintenant, Samsung, parce qu'on est prêt avec un produit qui est complet, qui permet d'avoir une expérience de réalité étendue complète et en parallèle... Quand vous dites réalité étendue, c'est que c'est à la fois virtuel et à la Exactement, fois... Voilà. C'est le XR américain, on le traduit comme ça. Exactement, réalité étendue. On mélange monde virtuel et monde réel. Et donc là, on arrive avec un produit complet, abouti, qui intègre l'intelligence artificielle multimodale dans son centre. Et puis j'imagine qu'il faut attendre le bon moment pour être sûr qu'on aura un bon rapport qualité-prix, donc avoir les capacités industrielles derrière, l'écosystème logiciel aussi, que ce soit tout ce qui concerne le système lui-même, mais les applications. C'est un peu tout ça qu'on doit attendre aussi pour être certain d'être au bon moment. C'est ça, exactement. Et donc Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google et Qualcomm pour être sûr que en fait, les meilleurs acteurs de l'industrie travaillent ensemble pour délivrer ce casque Galaxy XR. Donc on a un nouvel écosystème, Android XR, et en parallèle, on a une puce extrêmement puissante qui est délivrée par Qualcomm, le tout avec le savoir-faire Samsung. Alors le jour où il arrive en France, on verra qu'il est prêt à l'emploi en quelques minutes. Alors on le voit, hein, si vous nous regardez en télé, on a déjà des images de ce casque. Quelles sont les principales caractéristiques techniques de ce casque? Alors on est sur un casque qui est extrêmement léger, hyper simple à mettre. Léger, ça veut dire qu'on est dans les combien de... 545 grammes. D'accord. Donc c'est vraiment une expérience utilisateur très confortable. En plus, on est sur une résolution 4K à chaque œil et comme cité précédemment, on est sur un casque de réalité étendue, c'est-à-dire qui mélange monde virtuel, monde réel. Donc par exemple, quand je mets mon casque, je peux soit voir le monde qui m'entoure, mais projeter plusieurs fenêtres. Et à ce moment-là, donc, je mélange monde virtuel et monde réel. On peut imaginer dans le domaine professionnel, quand on est des techniciens qui travaillent sur des pièces, etc. Tout à fait, ou alors des médecins. Dans la santé, voilà. C'est ça, des étudiants en médecine qui doivent répéter plusieurs fois un acte chirurgical avant de pouvoir le maîtriser et pouvoir le faire sur un vrai patient. On a aussi le cas où on se plonge complètement dans un monde virtuel. On vit une expérience immersive. On est dans l'immersion. Ouais. Exactement, et on peut se retrouver dans les rues de New York alors qu'on est à Paris, ou alors profiter du concert de son artiste préféré alors qu'on est dans sa chambre. Alors, en prix, on est aux alentours de $1 800. Voilà, ça donne une idée à peu près de ce que ça pourrait être en euros. Qu'est-ce que vous avez appris justement d'un casque très cher comme celui de Apple, d'un casque moins cher comme celui de Meta? Qu'est-ce qu'on retire un peu quand on regarde un peu l'univers de la concurrence pour constituer son casque? Nous, notre but avec notre casque, c'est d'offrir l'expérience utilisateur la plus complète. Et donc, finalement, nous, notre particularité, c'est qu'on va mettre l'intelligence artificielle multimodale au centre de l'expérience. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour contrôler Galaxy XR, on peut utiliser les gestes, le regard et la voix. Et donc, c'est vraiment une expérience fluide, contextuelle. Et on a aussi notre assistant, notre partenaire intelligent Gemini, qu'on retrouve aussi sur nos autres appareils Samsung, smartphones, tablettes, objets connectés, qui nous accompagne, que l'expérience soit dans le monde réel ou virtuel, et on peut lui poser toutes les questions au fur et à mesure. Donc, en plus de ça, nous, notre particularité, c'est qu'on a énormément de contenu. On a un partenariat avec Netflix, mais aussi toutes les applications en fait, Google qu'on va retrouver sur notre smartphone, on les a aussi dans notre... Il y a une adaptation, voilà, c'est pour ceux qui nous suivent, qui regardent ça de loin. Est-ce qu'il y a une adaptation nécessaire d'un film Netflix? Netflix doit revoir un peu certains paramètres de la diffusion du film quand on est avec ses casques. Oui, alors... La réponse est double, dans le sens où Android XR, on va retrouver toutes les applications qu'on a sur Android et on peut, quelle que soit l'application, la voir sur un écran virtuel face à soi. Après, pour avoir vraiment une expérience complète, à ce moment-là, les films doivent être convertis en version de réalité étendue. D'accord. Donc, c'est le cas de beaucoup de vidéos YouTube aujourd'hui. On a un film aussi qui s'appelle Astéroïde qui a été créé pour pouvoir tester sur le casque cette expérience immersive. Mais à ce stade, sur Netflix, c'est juste l'idée de, alors qu'on est dans sa chambre ou dans un train, on a être un écran géant un écran comme dans un cinéma. Devant soi. On voit aujourd'hui ce qui va faire le succès de ces casques au-delà du prix, parce que c'est vrai que, pas revenir dessus, mais c'est vrai que Apple avait mis la barre très haute en termes de prix, ce qui, là, ça reste cher, encore une fois, dans les 1800, mais enfin, on est quand même presque 2 fois moins cher que celui de votre concurrent. Ça va être quoi, selon vous, les killer applications? Alors, dans le B2B,
on en voit plusieurs. On a parlé de la santé, les techniciens de maintenance, la formation. Là, on voit que les débouchés seront... voilà, qu'il y a pas mal d'entreprises qui peuvent s'offrir ce type d'outils pour plusieurs usages. Dans le B2C, enfin voilà, comment vous voyez un peu cet univers des applications? Oui. Alors, dans le B2C, il faut imaginer ça comme étant le futur de tout ce qui va être divertissement et nouvelle façon de travailler. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on fait sur notre smartphone, on peut également le faire sur notre casque Galaxy XR. On va prendre des exemples concrets, comme ça va parler à tout le monde. Imaginons qu'on soit en train de préparer un voyage à Londres. Donc, avant de partir en voyage, on peut préparer les différentes adresses qu'on va visiter. Et là, grâce à Galaxy XR et à Google Maps, on peut survoler Londres et, grâce à Street View, se balader dans les rues de Londres, demander à Gemini de recommander un restaurant à côté de tel monument qu'on veut visiter. De voir son temps de trajet aussi, si exactement. on est à pied. Si on et en fait, on peut se retrouver dans le restaurant qu'on compte finalement visiter quelques jours après et voir si ça nous plaît vraiment ou pas. Ensuite, par exemple, sur le chemin vers Londres, donc dans le train, au lieu de regarder son guide ou un film sur un petit écran, à ce moment-là, on peut imaginer qu'on a son casque avec soi et qu'on a une expérience totalement immersive et que sur le trajet de train, on profite d'un film. En termes de batterie, on n'en a pas parlé de la batterie. Oui, on est sur une batterie qui peut aller une autonomie qui peut aller jusqu'à 2h30. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi utiliser Galaxy XR tout en le rechargeant. D'accord. Oui, donc ça aussi, c'est un point important. Là, donc je le disais tout à l'heure, Samsung est numéro 1 mondial au niveau, je crois que c'est près de 20% de part de marché avec les smartphones. Les télés, c'est presque 30% de part de marché. Mais là, on allume son téléphone, on sait s'en servir. Sa télé, on l'allume, on sait s'en servir. Les casques, alors oui, c'est prêt à l'emploi, mais est-ce qu'on imagine un SAV un peu plus premium aussi pour ce type d'outils? Oui, alors à ce stade, on n'a pas encore lancé le produit en France, mais pour les pays dans lesquels le produit est lancé, effectivement, l'accompagnement sera à la hauteur du fait que ce soit un nouveau produit. Alors, dites-nous, le calendrier de lancement, là, on l'a un petit peu sur l'Europe, parce que pour l'instant, voilà, il faut être en Corée du Sud ou être aux États-Unis pour pouvoir le tester. Tout ce que vous l'acheter en tout cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est au début d'une nouvelle ère avec Galaxy XR, que c'est le début en fait de la réalité étendue chez Samsung et qu'on peut s'attendre à plein de belles choses au fur et à mesure. Oui, dans un avenir proche, voilà. Bon, on en saura un peu plus. En tout cas, on attend ce casque, voilà, pour le comparer évidemment à ses concurrents et puis avec un prix qui reste élevé. On est quand même dans du premium, mais un peu moindre qu'un autre acteur que l'on a suffisamment cité. Merci Malika Achravi, chef de produit chez Samsung, d'être venue nous mettre un peu l'eau à la bouche pour ce futur casque XR Galaxy que l'on attend ici en France et en Europe. Merci à vous. Tout de suite, la chronique Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne. La chronique techandco.com. Voilà, on se retrouve avec Sylvain Trinel. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Merci d'être avec nous de la rédaction de journalistes Tech & Co. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un modèle bien particulier de voiture, c'est la Tesla d'ailleurs, c'est la Roadster 2, mais il y a une petite histoire autour de ça. Et oui, et c'est pour ça que j'ai pas mis de cravate aujourd'hui, parce que c'est quand même un petit peu des enfantillages, donc je me voyais mal mettre une cravate pour parler de ce genre d'histoire. C'est une petite private joke que l'on a entre nous. Mais peut-être demain. En tout cas, cette voiture, elle est promise à l'origine pour 2020. La Roadster 2, elle est censée être la successeuse de la première vraie voiture électrique de Tesla. Sur le papier, elle a effectivement quand même tout pour plaire, avec du 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes. L'autonomie de 1000 km, qui est quand même énorme. Tout ça pour du 100% électrique, évidemment, on est chez Tesla. Mais depuis son annonce en 2017 par Elon Musk, le projet est, on peut le dire, un petit peu au point mort. Pourtant, des acheteurs avaient, pour beaucoup, mis $50,000 pour la précommander et être certains en fait, d'être dans les premiers à la recevoir. Et parmi ces acheteurs, il y avait... Sam Altman, évidemment fondateur d'OpenAI, également fan de bolide, tant qu'à faire, et qui s'en est d'ailleurs ému sur les réseaux sociaux. Oui, il s'en est même plus qu'ému, puisqu'il a raconté, c'est un conte en 3 actes. Et oui, sur X, réseau social d'Elon Musk, l'homme fort de l'intelligence artificielle, il a expliqué avoir attendu plus de 7 ans des nouvelles de son Roadster 2 avant de finalement réclamer un remboursement de ses $50,000. Au moment de cette demande, qui doit se faire par mail, il reçoit en retour un message d'erreur, tout simplement. Un comble pour un projet qui a quand même de quoi faire douter sur les capacités de Tesla à développer un tel véhicule et donc à innover. Et si officiellement le projet est d'ailleurs toujours
en route. Ça n'a pas empêché Elon Musk d'être évidemment piqué au vif oui, les gens par les propos de Sam Altman. Contentieux. Mais oui, les deux hommes, ils se détestent et cela se sent sur X. Le premier, il a lancé au second: tu as volé une organisation à but non lucratif. Voilà, donc c'est Elon Musk qui avait investi dans OpenAI. Exactement, bah oui, parce que voilà, c'est ça l'origine story OpenAI, qui à la base est une organisation à but non lucratif et qui est devenue une organisation à but lucratif il y a très peu de temps. Et d'ailleurs, Elon Musk a intenté un procès contre Sam Altman, tout simplement. Alors avec une telle animosité entre les deux hommes, on ne sait pas si Altman va finir par recevoir son Roadster 2, encore faudrait-il qu'il sorte d'ailleurs. Quelque chose me dit en tout cas que cette bataille entre deux enfants terribles, milliardaires au passage, elle est pas prête de se terminer, et j'en parlerai dans cette tenue-là, dans la quotidienne. Eh bien, on suivra ça. En tout cas, voilà, on voulait vous parler de cette anecdote, voilà, de ces milliardaires qui ont aussi quelques soucis personnels souvent, et ça se retrouve dans leur achat de produits. Merci Sylvain Trinel. Évidemment, toutes ces histoires, vous pouvez et bien d'autres, vous pouvez les retrouver avec la rédaction de Tech & Co sur le site de BFM Business et sur le site de Tech & Co. Allez, tout de suite, tiens, on reste dans le monde de la voiture et du data center. D'ailleurs, on va faire une passade entre les deux. Allez, c'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Comment la data et l'intelligence artificielle transforment à la fois la course automobile et à la fois la stratégie des data centers. On en parle avec vous, Paul Lafargue, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez nous expliquer, un pilote LMP2 en championnat d'Europe d'endurance, c'est les 24 heures du Mans pour ceux qui suivent ce genre de compétition, et directeur du développement en zone Europe chez Groupe IDEC International. Alors IDEC, on connaît, c'est un spécialiste de l'immobilier. Exactement. Alors pour ceux qui suivent la voile, on voit souvent de beaux bateaux identifiés IDEC, mais on va aussi suivre des voitures. Donc IDEC, c'est près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 600 collaborateurs, et donc dans cet univers évidemment immobilier, il y a aussi les data centers. Et puis il y a une entité qui s'appelle IDEXPORT, c'est bien cela? Alors, exactement. Ce que fait IDEXPORT? Alors IDEXPORT, on approche plusieurs sports. Bien sûr, vous avez parlé de la voile. Oui. On a le sport automobile, mais aussi on sponsorise des sports collectifs tels que le basket, mais aussi du football. C'est l'approche vraiment... on essaye de faire passer un certain nombre de valeurs auprès de la société qui s'appelle Groupe IDEC, les valeurs du sport. Alors justement, on va en parler parce que vous participez au Tech Show Paris, Tech Show sur les data centers qui a lieu les 5 et 6 novembre. C'est à quel endroit? Je ne sais même pas noter. Porte de Versailles. Porte de Versailles, voilà, c'est à 2 pas d'ici. Et c'est un peu pour ça qu'on voulait faire ce lien entre le sport, les data centers, l'immobilier. Évidemment, on parle de tous ces sujets tous les soirs. Première question, j'ai dit que vous étiez pilote LMP2, juste nous raconter un peu votre parcours. Vous êtes pilote à l'origine et puis ingénieur à vos heures perdues, c'est le contraire? Non, c'est plus le contraire. J'ai fait des études classiques, on va dire, une école de commerce. J'ai toujours voulu être pilote. Mais mes parents m'ont remis, on va dire, un peu dans le droit chemin, et ils ont toujours privilégié les études. Il y a peu d'élus dans ce domaine-là. Je les remercie pour ça. Et LMP2, ça veut dire quoi, pilote LMP2? LMP2, c'est Le Mans Prototype 2. D'accord. Une catégorie, anciennement LMP1. LMP2, c'est la deuxième catégorie. Donc vous avez quand même réussi à avoir une petite carrière de pilote, il faut le dire. Voilà. Oui, ça fait 12 ans que je pilote, donc oui. Alors, quel est le lien? Et donc, vous êtes à la fois pilote, on vient de le dire, directeur de développement en zone Europe chez Groupe IDEC International. Quel est le lien justement entre la course auto, les data centers? Alors évidemment, il y a une histoire de vitesse de déploiement, tout un tas de choses, mais surtout de data. On imagine, pour ceux qui suivent la Formule 1, c'est l'exemple qui vient en premier, c'est toutes ces datas qui arrivent. C'est un vrai laboratoire. Le lien, c'est plus de la complémentarité qu'on vit en sport auto, surtout moi de mon côté. On parle d'infrastructure chez Groupe IDEC, liée au data center, et aussi de l'expérience utilisateur que j'ai côté IDEXPORT en tant que pilote, où je suis utilisateur d'intelligence artificielle, comme la gestion des données par rapport au pilotage. On voit quand est-ce que j'accélère, quand est-ce que je freine, quand est-ce que je tourne. Et alors, je vous interromps, ces données-là, elles sont utilisées alors, évidemment par les ingénieurs pour perfectionner la voiture, tout ça, mais est-ce que même en temps réel, on va vous dire, tiens, on peut faire des réglages à distance sur la voiture. Comment ça se passe, ça? Des réglages à distance, non, mais on peut corriger le pilote sur ses... pas sur ses erreurs, mais sur sa manière d'optimiser. Un exemple, pareil.
La gestion de l'essence, par exemple. Oui. Les courses d'endurance, on a beaucoup de gestion de l'essence pour pouvoir nous permettre de faire un tour en plus. Donc, c'est de la stratégie qui s'ouvre. Et ce qu'on peut voir sur les datas en direct, la consommation, et permettre de faire du lift and coast. D'accord. Lift and coast, c'est je lâche l'accélérateur plus tôt, je freine beaucoup plus tard, et je suis toujours aussi rapide sur un tour. Donc là, c'est un exercice, et ça, on le voit sur les données. D'accord. Alors, donc on imagine, c'est quoi, en remonte d'une course, c'est combien? C'est 3 gigas de octets de oui, données? Ça, c'est juste la data. Mais je voulais savoir si vous utilisez aussi la vidéo. Exactement. On coordonne la data et la vidéo. On les superpose. On a la vidéo parce que ça, c'est du concret, c'est très visible. Oui. Mais la data, pour aller encore plus loin, pour aller chercher, pour aller peaufiner peut-être les derniers mètres sur le freinage, sur la manière de réaccélérer. Il y a aussi la data, après, qu'on a un peu plus en course sur la gestion du trafic, parce que c'est des courses, on va dire, multiclasses. Donc, oui, donc vous rattrapez parfois des concurrents moins rapides, vous faites doubler par d'autres plus rapides. Ou pas, d'arrêt au stand, ressortir dans le trafic ou pas. Il y a toute une gestion de la donnée et plus la vidéo. Donc ça fait beaucoup de données. Il n'y a pas moi j'imagine, voilà, déjà on est pilote, doit être concentré déjà sur sa vitesse, sa trajectoire, les gens qui viennent à droite à gauche, ceux qu'on doit doubler, ce que vous disiez, voilà, cette consommation aussi de carburant sur la voiture. Mais est-ce qu'on n'est pas, comment on fait pour ne pas être submergé de data? C'est-à-dire, on a quand même la pression des, enfin la chaleur des pneus. On va nous dire, ah, tiens, là, il fait un peu plus frais, donc attention, la voiture va agir comme ceci. Comment on fait quand on est au volant de la voiture, quand il y a l'ingénieur qui est dans le stand, pour gérer cet afflux de données, faire le tri dans tout ça? Déjà, nous, pilotes, on doit se consacrer uniquement déjà au pilotage et on a quelques réglages sur la voiture. Donc, quand on est au volant, c'est pas là où on reçoit le plus de données. On a des données essentielles telles que la pression des pneus, la consommation par tour, mais la plupart des choses après sont traitées par par les ingénieurs qui permettent de filtrer un certain nombre d'informations. C'est toutes les informations qu'ils récupèrent plus tôt. Pour une voiture, il y a, à notre niveau, il y a environ 3 à 4 ingénieurs qui traitent l'information, qui est capable de la synthétiser pour nous la transmettre par radio. Alors, pilote et puis directeur du développement chez Groupe IDEC International, comment on fait ce lien justement entre cette data et comment vous rattrapez l'expérience que vous avez avec la donnée, la course auto, ce que vous récupérez, comment vous stockez les données, comment vous les sécurisez, comment vous les analysez, comment ça vous sert ensuite pour développer des data centers? Entre être pilote et une personne, on va dire, lambda, on a des besoins de plus en plus, on va dire, poussés dans l'utilisation de la donnée, son exploitation, mais aussi la manière de la consulter à tout moment et les infrastructures qu'il faut pour avoir les datas en temps donné. Quand je vois un temps de chargement, c'est de l'optimisation qu'il y a à faire dans les infrastructures. C'est ça notre objectif qu'on a après dans Groupe IDEC, c'est de trouver... Voilà, vous voyez un peu vos besoins en tant qu'utilisateur et vous essayez ensuite de dire, alors en tant qu'utilisateur auto, de dire aux ingénieurs auto, mais en tant qu'utilisateur des data, de le dire aux ingénieurs qui s'occupent aussi du développement des data centers. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, quel est votre regard là? Alors là, je prends la partie data center, mais sur tous ces investissements incroyables aux États-Unis, on se demande même comment ils vont réussir à construire tout ça. En tant que professionnel, vous dites, attendez, nous, faut trouver le terrain, faut le construire, faut trouver les autorisations, faut amener la fibre, le courant, l'eau, tout ça. Après, je pense qu'aux États-Unis, déjà, ils ont beaucoup plus de terrain que nous en France ou en Europe, particulièrement en France avec la ZAN, la zéro artificialisation. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais à côté de ça, on est en train de vivre quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens ont eu peur à l'époque d'Internet. Je pense que tout le monde s'est acclimaté d'Internet. Et vous, IDEC, là, les projets en data center, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, on a fait un premier projet en data center à Aubergenville, dans les Yvelines. Qui est de niveau tier 4, ça veut dire très sécurisé. Là, on n'est pas dans... Là, on s'adresse à quel type de client? Là, c'est vraiment des données sécurisées, souveraines,
Donc, on va dire c'est un peu classé. C'est vraiment un gage de sécurité, ça résiste. Et ça va être un client final ou ça va être à des hébergeurs, enfin d'autres hébergeurs? Non, plus à des hébergeurs. Nous, on conçoit, on construit, on peut investir sur l'immobilier qu'on met à disposition pour des hébergeurs. Je parlais le groupe IDEC, donc groupe à l'international, hein, vous avez des filiales en Europe, en Asie. La partie data aussi, j'imagine, vous avez des ambitions aussi de data center ailleurs que oui. Nous, notre objectif, c'est de dupliquer l'ensemble de nos métiers à l'international, dont la data. Eh bien, merci d'être venu parler de tout ça, Paul Lafargue. Donc, on va retenir votre nom, on va regarder dans les prochaines 24 heures du monde. C'est l'année prochaine. Hein, c'est ça, mi-juin. Mi-juin. On regardera tout ça. Mais entre-temps, c'est quoi votre prochaine compétition? Là, c'est la pause hivernale, ça fait du bien. Oui. Non, après, on a le championnat qui va reprendre normalement au mois d'avril l'année prochaine. Et les jeux, on parlait du casque de réalité virtuelle, là, il y a un instant. On peut continuer à passer l'hiver avec ces casques et tout ça. Vous êtes un passionné aussi de ça? J'aime bien. Les pilotes physiques, voilà, est-ce qu'on se retrouve dans ces jeux? Honnêtement, oui, c'est de plus en plus poussé. On en a un à l'écurie, tout le monde vient s'entraîner, par exemple pour faire les 24 heures du Mans. Il faut être obligé de faire une journée dans le simulateur pour apprendre toutes les réglementations, etc. Donc oui, non, c'est très utile. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Si vous voulez retrouver le groupe IDEC, il sera au Tech Show Paris Data Center World 2025, 5 et 6 novembre, porte de Versailles, juste à côté. Merci Paul Lafargue d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Demain soir, on se retrouve ici même. François Sorel qui sera à ma place. Je serai pas très loin, je pense, pour commenter l'actualité tech. Allez, excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.